Buonasera a tutti et benvenuti dans toute la majesté de ces paysages du Re di Pietra, le Mont Viso. Alors imaginez que ce point de vue imprenable sur ce roi de pierre, comme l'appellent les Piémontais, était à vendre il y a quelques mois encore pour quelques poignées d'euros. Mais à l'aube de ce 21e siècle naissant, une nouvelle révolution risque bien de rebattre les cartes. Une révolution culturelle, touristique, mais surtout industrielle. C'est dans une banlieue industrielle, située exactement à 273 mètres d'altitude, qu'est peut-être en train de se jouer l'avenir du pays du géant de pierre. Dans son laboratoire, Manuel y travaille en tout cas sans relâche. Ce dispositif que nous avons développé dernièrement permet de traiter l'eau. En envoyant dans une eau souillée de brèves impulsions électriques de quelques nanosecondes, on peut, sans faire monter la température de l'eau, éliminer tous les micro-organismes et substances biodégradables qui la polluent. À l'origine de cette innovation, deux capitaines d'industrie piémontais. À la tête de deux PME d'une cinquantaine de salariés spécialisés dans le laser et la technologie du plasma, ils sont loin d'en être à leur premier brevet. Mais cette fois, c'est un ballon d'essai grandeur nature qu'ils entendent lancer pour tester leur nouveauté. De nombreuses communautés vivent encore de façon isolée dans nos montagnes. Pour elles, un raccordement au réseau d'adduction d'eau est beaucoup trop cher. Tandis que si elles récupéraient l'eau de leur torrent et la traitaient avec notre système, le coût serait beaucoup plus abordable et surtout leur permettrait de vivre. Et c'est la même chose pour le traitement des déchets. Si je dois transporter mes déchets de là-haut en montagne pour les faire traiter à Turin ou Cuneo, ça me reviendra très cher. C'est que dans leur carton, nos deux Leonardo ont aussi une autre invention à tester. Un réacteur de poche capable d'éliminer toute trace de déchets ultimes à plus de 1000 degrés. Chaque jour, un habitant produit l'équivalent de 500 grammes de déchets non recyclables. Ce réacteur permet d'en traiter jusqu'à 40 kg par jour, ce qui serait donc suffisant pour les besoins d'un village de 80 habitants. 80 ? Tiens. Ce n'est pas encore tout à fait le nombre d'habitants du village vers lequel se dirige la 4 roues motrices de Carlo et Manuel. Bienvenue à Ostana, une cinquantaine d'habitants à l'année, ce qui est déjà beau, il n'était plus que 5 il y a 30 ans. Un village en redevenir donc, que nos deux explorateurs du jour aiment un peu, beaucoup, au point d'en avoir acheté l'un des hameaux. Notre but, c'est de tester ici nos inventions et de faire en sorte que l'économie locale puisse repartir. Nous misons sur une inversion de tendance complète par rapport à l'exode rural vécu dans ces montagnes au siècle passé. Nous voulons faire de ce hameau un complexe touristique de 3400 mètres carrés, avec un restaurant, des chambres et des habitations pour les employés. Cela deviendrait un grand hôtel face au Mont Viso. Une ambition dimension Viso, dans laquelle nos bâtisseurs ont déjà investi 700 000 euros. Mais surtout, ils se sont assurés de soutiens indispensables, comme celui de l'École Polytechnique de Turin, de l'Association des communes de montagne et du maire, celui par qui Ostana est retourné à la vie. C'est un projet porteur de tant d'innovations qu'il dépasse notre imagination. Mais nous devons trouver une nouvelle dimension à la vie en montagne. Évidemment, on ne peut plus y vivre comme autrefois quand on s'échinait avec une bêche pour sortir de la terre de quoi survivre. Mais ce projet amènera une nouvelle vie parce qu'une nouveauté en contient toujours plusieurs autres. En 2 ans seulement, c'est une vraie révolution qu'ont enclenché Carlo et Manuel. Complexe touristique, ferme bio et même installation à Ostana de leur propre bureau de recherche et développement, ils ont ouvert les portes de tous les possibles, mais pas celles des procédures administratives qui bloquent, plus fort encore que la neige, leur premier chantier. Sera-t-on en mesure de commencer dans 1, 2 ou 3 ans? Pour trouver des investisseurs, les temps administratifs ne jouent pas positivement. 50 ans après sa mort, le hameau Ambornetti reprendra-t-il vie? Nul ne le sait encore. Pas même un roi de pierre qui, de toute sa hauteur, observe ses sujets s'ingénier à vivre à ses pieds. Voilà, in bocca al lupo à nos deux entrepreneurs. Bonne chance, comme on dit ici. Quant à nous, on se quitte comme d'habitude avec notre zapping de l'actualité de la semaine en Suisse et en Italie. À la settimana prossima. Ciao, ciao.
C'est un véritable cauchemar archéologique que vit une commune vaudoise de 3000 habitants. Ces 2 dernières années, à chaque fois que l'on a donné un coup de pioche pour construire un équipement collectif, le chantier a été arrêté pour cause de fouilles archéologiques. Une obligation pour toute découverte de vestiges du passé qui commence à coûter cher, 1 million de francs suisses par découverte environ, entièrement à la charge de la commune. On vote cette fin de semaine chez nos voisins italiens. Carte rose pour élire son député, carte jaune pour son sénateur. Pour le reste, c'est plus compliqué. On peut cocher ou pas le nom du candidat, celui de son parti ou pas, ou celui d'un autre parti. Bref, les médias rivalisent de petites animations vidéo comme celle-là pour expliquer le mode d'emploi du vote, et on comprend pourquoi. Bon anniversaire au timbre suisse. Il a eu 175 ans cette semaine. Le 1er mars 1843, soit 3 ans après son homologue britannique, la Poste suisse imprimait le premier timbre de son histoire à Zurich. Ce qui ne constituait pas une première, mais, grands amateurs, nos voisins allaient décrocher la timbale en 1850 en postant à Bâle le premier timbre en plusieurs couleurs de l'histoire philatélique.